Bonjour et bienvenue dans Des Molles et Débats et joyeux Noël surtout en ce 25 décembre. Merci de nous rejoindre et d'être toujours aussi fidèles dans cette émission qui va être un peu particulière. Pour la première fois, on ne va pas débriefer votre week-end de rugby, mais on va l'analyser avant les rencontres. Voilà, Noël oblige, on décale notre programmation, tout comme le top 14 est décalé ce week-end. Et avec moi pour analyser cette journée, on retrouve Jérémy Fada. Salut Jérémy. Salut Baptiste. Journaliste de la rédaction Midi Olympique, évidemment. Et depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes, notre envoyé spécial permanent là-bas, on retrouve Nicolas Zanardi. Salut Nicolas. Oh, oh, oh. Salut tout le monde. Ouais. Et on va commencer avec une toute nouvelle thématique donc sur les enjeux de ce week-end. Et on ne va pas se creuser la tête, on va commencer par la toute première affiche. Castres se déplace à Perpignan ce week-end. Les Castrés voilà, sont favoris à l'extérieur après 2 week-ends européens où ils ont perdu leurs 2 rencontres. Ça peut être un des gros enjeux de ce week-end, surtout pour les Catalans à domicile, Nicolas. Oui, carrément. Alors, on a vu que Castres avait sorti de bonnes prestations en décrochant des bonus défensifs au Munster, ce qui n'est pas rien, et à la maison contre les Harlequins. Mais on a évidemment aussi le sentiment qu'ils n'ont pas jeté toute leur force dans la bataille européenne, si on peut se permettre. Ils détestent ce procès qu'on leur fait, mais bon, le fait est que voilà, s'ils avaient dû jouer le Stade Toulousain, je ne pense pas qu'ils auraient mis cette équipe-là. Ils ont gardé des forces donc pour cette rencontre chez un promu. Un match où il est important de prendre des points pour eux, où ils s'avanceront en favoris. Voilà. Après, méfiance quand même, parce que Perpignan est sur une plutôt très bonne dynamique. Et surtout, aura un peu moins de pression, à mon sens, que Biarritz le lendemain, qui jouera avec un jour de retard, qui saura les résultats de ses concurrents. Il y a tout à gagner pour Perpignan, j'ai l'impression, sur ce match-là. Et honnêtement, on parlerait peut-être de surprise, mais ce ne serait pas une si grosse surprise que ça pour moi de voir Perpignan battre Castres ce week-end. Oui, Jérémy, tu es d'accord, surtout que l'USAP a quand même fait des bonnes performances à domicile cette saison et a aussi pu faire reposer ces week-ends derniers. Ouais, il y a eu quand même pas mal de victoires à domicile de l'USAP. Il y a eu aussi eu des défaites. Je me rappelle celle contre le Stade français, je crois, qui avait été marquante. En tout cas, l'USAP ne s'y trompe pas. Le championnat du maintien, il se joue avant tout à domicile. Et je crois quand même que Patrick Arletaz, il vise avant tout les réceptions à Aime et Giral avant de regarder les matchs à l'extérieur. Donc, ça fait aucun doute, l'USAP sera prête pour ce week-end, surtout que l'intermède européen, et alors qui plus est pour les équipes qui jouent le challenge, je peux vous assurer que les 3/4, elles avaient déjà en vue la prochaine journée de top 14. Donc, hyper important pour l'USAP, mais ça l'est aussi pour le CO. Franchement, la programmation fait que le CO, c'est la seule équipe, en tout cas à l'avouer, à devoir s'entraîner le 25, le fameux jour qui est normalement protégé, parce qu'il joue dimanche 26 à 16h. Et donc, ils vont partir dès la veille. Et donc, ils vont faire une petite mise en place avant pour checker un petit peu médicalement les joueurs. Comment dire, s'ils avaient peut-être été joués à Toulouse, à Bordeaux-Bègles ou à La Rochelle, ça se trouve, ils seraient partis le matin, fissa, et puis tant pis, on verra ce qui se passe. Là, ils ne peuvent pas se le permettre. Si Pierre Broncan et son staff met ça en place, c'est pour avoir un match dans des conditions réelles, les vraies conditions. Pourquoi ? Parce qu'aller prendre des points à Perpignan, c'est ultra important pour le CO qui est à la bataille pour les places qualificatives. Donc, ouais, je m'attends à avoir 2 équipes avec le couteau entre les dents. Ça, le CO qui est. Vas-y, Nico. Oui, non, mais si je peux me permettre, voilà, c'est le genre de contexte, justement, qui peut, malgré tout, n'aller que contre eux. Enfin, voilà, j'imagine que les joueurs qui vont s'entraîner le jour de Noël vont pas forcément le faire de gaieté de cœur, qui vont partir, quitter leur famille, etc. Bon, c'est forcément compliqué. Et pour moi, malgré tout, après, déjà, le déplacement de ce week-end dernier en Irlande, ça a été les seuls à se déplacer dans le cadre de la Coupe d'Europe, pardon. Ça fait peut-être beaucoup. On a affaire à des hommes, pas à des machines. Et voilà. Je sais pertinemment que l'enjeu de la rencontre fait qu'ils vont partir la veille, etc. Après, ça n'aurait pas été déconnant non plus de partir le matin comme n'importe quelle équipe de fédérale. Ils ont fait ce choix-là. Est-ce que ça va se retourner contre eux ? Et ben voilà, c'est un gros pari. Et on verra à quel point le groupe castré a de la ressource et de la moelle, en tout cas, par rapport à ça.
C'est ça, un nouveau test pour le Castres olympique. Et comme vous le disiez, la lutte pour les phases finales est actuellement sixième dans un mouchoir de poche avec 4-5 équipes qui se tiennent en 2-3 points pour ces places-là. En face, Perpignan est donc 13e avec 18 points, tout comme l'autre promu, le Biarritz olympique, qui recevra donc lundi le MHR, équipe en forme du championnat, troisième de ce championnat, le MHR. Ça peut être un des gros autres enjeux du week-end. Pareil pour Biarritz, c'est que pour Perpignan, mais le championnat se joue à domicile. Et là, il y a un vrai défi qu'attend les Biarros, Jérémy, ce week-end. Ouais, c'est vrai. Et alors, deux équipes, comment dire, difficilement lisibles à l'opposé l'une de l'autre. C'est Biarritz avec un début de championnat, notamment à domicile, du tonnerre, là, ce fameux match contre Bordeaux-Bègles extraordinaire. À côté de ça, cette équipe a fait un ou deux non-matchs, voilà, où elle a perdu, j'allais dire, trop facilement, hein, le match contre Lyon, des choses comme ça. Mais il y a quand même il y a de la qualité dans ce groupe. Voilà, on ne va pas réégrener les noms qui font l'effectif, mais pour une équipe qui joue maintien, il y a quand même deux, trois talents supérieurs qui doivent les porter les jours J. Et à l'opposé, le MHR troisième, c'est mérité, il n'y a aucun souci. Le MHR a réussi sa nouvelle transition pour revenir un petit peu vers les sommets après une ou deux années un peu chaotiques. Et pour autant, on a l'impression que Montpellier gagne tous ses matchs allez, je ne vais pas dire à l'arrache, mais de manière assez juste, quoi. Donc, on sent quand même que la marge, elle est fine pour l'instant pour les Héroltais. C'est pour ça que sur ce match, moi, j'ai du mal vraiment à dégager un favori ou un outsider parce que j'ai l'impression que, et dans la lutte au maintien et dans la lutte à la qualification, voire même aux deux premières places, pourquoi pas. Aujourd'hui, Montpellier peut aller viser au-dessus, hein. La marge de ces deux équipes est assez maigre. Ouais, moi, j'ai tendance à penser que le sort de ce match se jouera peut-être la veille à Aimé-Giral. Parce que les Biarros connaîtront le résultat de Perpignan et on sait très bien que, en fonction du résultat, si Perpignan a gagné, ça va faire peser une espèce de pression supplémentaire, alors que, ben, en imaginant le CO faire un coup, ils auront tout à gagner, les Biarros. Voilà, je pense que dans l'approche mentale, en tout cas, le match à Aimé-Giral aura une très très grosse importance et il s'agira pour eux avant tout de bien la digérer. Mais c'est pas faux dans le sens où aujourd'hui, l'équipe sur le papier qui a moins de pression, j'ai l'impression, c'est quand même Montpellier parce que le MHR, on ne les attendait pas forcément si vite, si haut dans le classement. Donc, alors j'ai dit qu'il y a eu plusieurs matchs qui ont été gagnés de justesse. Il n'empêche, ils ont été gagnés. Les points, ils ont été pris. Le MHR est troisième, assez confortablement. Et aujourd'hui, ces Héroltais, ils s'appuient sur un matelas qui leur permet quand même de travailler dans la sérénité et sans une pression dingue, sans le couteau sous la gorge à chaque fois qu'ils vont faire un déplacement. Donc, je pense qu'au moment d'aller rendre visite à un promu, c'est quand même plutôt une bonne chose d'être dans cette configuration sans avoir une pression énorme, une chape de plomb sur la tête. Voilà. Et Les pour aller Héroltais plus loin sont dans ma troisième. démonstration, si ça veut rire pour les Biarros, en cas de défaite de Brive contre Clermont, c'est tout à fait possible aussi dans le derby du sang, Biarritz peut sortir de la zone rouge juste pour Noël. Et ça, c'est quand même, ça fait partie des facteurs, des leviers psychologiques qui peuvent vraiment jouer sur un match comme ça. On sait d'expérience que sur ces matchs de fin d'année, sur ces Boxing Day, il y a très très peu de victoires à l'extérieur. Très très peu, c'est historique, ça se vérifie, parce que les joueurs probablement la plupart du temps aimeraient être ailleurs. Voilà, c'est des matchs qui généralement sourient aux équipes à domicile. Donc, il y a de quoi penser que s'il y a un ou deux résultats vont en leur faveur, les Biarros peuvent l'emporter face à Montpellier. Voilà, donc avec un résultat favorable, les Biarros, tout comme les Catalans, pourraient sortir de la zone rouge. Le MHR, de son côté, avec une victoire, pourrait basculer sur le trio de tête, le duo déjà composé de Bordeaux en Toulouse et Toulouse qui caracole en tête. Dernière rencontre à enjeu, on va également passer rapidement dessus, messieurs, parce qu'elle peut concerner le maintien aussi, et pourtant début de saison, qui l'eût cru. Mais le RCT reçoit l'UBB pour la dernière rencontre de cette journée, lundi soir à 21h. Toulon, Bordeaux, voilà, Toulon qui est mal classé également aussi, qui est 11e du championnat avec seulement 4 points sur la dernière place et qui reçoit le leader bordelais. Voilà, nouveau cadre du championnat et ça, excusez-moi l'expression, c'est Noël, mais ça peut sentir le sapin pour Toulon ce week-end après en cas de défaite à domicile. Bah, la pression, elle est immense parce qu'on s'aperçoit que Toulon a gagné finalement autant de matchs que Perpignan ou Biarritz. Et surtout que Toulon, le week-end prochain, se déplace à Montpellier. Donc, déplacement ultra périlleux où il y a raisonnablement peu de chances de sortir victorieux. Donc là, oui, techniquement, Toulon peut être dans la zone rouge à la fin de l'année. C'est clair, net et précis. S'ils ne gagnent pas ce rendez-vous face au Bordeaux de Christophe Furios, ils seront probablement
Dans la charrette, voilà. Donc, forcément, ce sera très dur à aborder. Après, il y a des retours qui font du bien. On pense à Baptiste Serin, on pense à Cheslin Colby qui a fait une petite première poussive, mais qui a fait sa première quand même. Donc, malgré tout, Ouais. ça va probablement apporter un surplus de confiance à tout ce groupe-là. Mais il y aura une pression, oui, colossale, immense, pour un groupe qui n'a pas l'habitude, en plus, de jouer ce genre de rendez-vous. Jérémy, ton Ouais, avis sur cette comment pression dire? toulonnaise? Ouais, mais en fait, ça ferait tâche quand même que Toulon finisse la première phase dans la zone rouge, c'est une évidence. De là à parler de course au maintien, pour l'instant, j'ai du mal à m'y résoudre parce que, comme l'a dit Nico, il y a quand même quelques retours et pas des moindres dans l'effectif toulonnais. Je crois qu'un garçon comme Baptiste Serin, notamment, peut complètement changer le visage de cette équipe à plus long terme. S'ils alignent tout leur talent, c'est une équipe qui doit viser le haut du panier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si ça perd ce week-end, il va falloir commencer à peut-être dire bye-bye aux places qualificatives et effectivement, au moins à assurer le maintien. Ça peut vouloir dire aussi une saison que tu passes allez, dans le milieu de championnat, dans l'espèce de zone un peu morte, là où quand on connaît les compétiteurs qu'il y a dans ce groupe, je ne suis pas sûr que ça va ressouder tout le monde. Donc, il est là aussi l'enjeu. Hein. On arrive à mi-saison et maintenant, il va falloir engranger si Toulon veut être au rendez-vous de fin de saison. Et j'allais dire en face, là, vous en voulez du décomplexé. Ouais. Regardez le match au Racing, quoi, Ouais. dominé pendant une mi-temps. Enfin, voilà, qu'est-ce que Bordeaux a à perdre sur ce déplacement? C'est exactement la même configuration que Cette le place de déplacement au leader, même Racing. si il n'y a pas Mmh. grand-chose, même s'il y a anecdotique à mi-saison, mais voilà, Ouais, bon, ouais, je crois même pas que c'est ça, mais ils n'ont pas besoin de se poser la question. Voilà, ils ont pris des points d'avance, Voilà. ça joue Ils plutôt bien, reçoivent il y a la Biarritz la semaine confiance. prochaine, Bordeaux, il n'y a aucune question à se Oui, poser, voilà. quoi. Oui, voilà. Voilà, et ils ont garé en plus quelques mecs sur la Champions Cup quand même. Ils ont perdu à domicile, mais avec 5-6 titulaires qui n'étaient pas dans l'équipe. mhm. Voilà, franchement, c'est sûr que c'est quand même le match de tous les dangers pour les Toulonnais hein, sur le papier. Et puis le contexte toulonnais, on le connaît, c'est-à-dire que autant le public de Mayol peut être d'un soutien fabuleux quand tout Ouais. roule, autant on l'a vu ce week-end, hein, ils ont gagné avec bonus offensif contre les Zèbres, il y a eu des sifflets à la fin du match quand même, encore une fois. Ça peut rajouter à la pression. Si ça tourne Mais pas bien, si le public voit son équipe déjouer, ça peut faire un adversaire supplémentaire, malheureusement. là où tu as raison, c'est en plus j'ai vu 2-3 déclats d'Azema passer sur voilà, on a besoin d'un Mayol chauffé à blanc. Moi, j'ai été joueur, j'ai été entraîneur parmi les adversaires dans ce stade, je sais ce que ça peut être, mais c'est à nous de tendre la main aux supporters. Enfin, vraiment, il y a un appel aux supporters fait de Ouais. Franck Azema qui, à mon sens, n'est pas anodin du tout à cette période de la saison. Ouais, et puis ce qui n'était pas anodin non plus, comme le disait Nicolas, c'est sifflé à Mayol après une victoire bonifiée. Voilà, c'est dire l'attente du public toulonnais pour cette rencontre. On enchaîne, messieurs, avec la deuxième thématique. On va parler de la question qui fâche. Et la question, la voici. Stade Toulousain, Stade Français, anciennement le classico du championnat, l'affiche, qui est quand même programmée ce dimanche soir à 21h, en prime également, qui est également programmée au Stadium de Toulouse, comme le Stade Toulousain se délocalise quelquefois chez son voisin du foot. Est-ce que vous comprenez encore un tel engouement autour de cette rencontre, Nicolas? Non, non. Voilà, Clairement, il faut le voilà, dire. non, le Stade français n'est voilà, je le comprends si au nom de l'histoire, au nom de mais voilà, à force de parler d'histoire, à un moment donné, on oublie, la réalité sportive du moment, qui est que les 2 stades en ce moment ne sont pas dans la même cour, tout simplement et voilà, alors on aime bien, hein, dans le sport, faire mousser les événements, le derby, Lyon-Saint-Étienne et cetera. Pour moi, clairement, ça a à peu près la même saveur, au jour J. Alors, ça fera une énorme affluence, en plus certainement au stadium, parce que c'est Noël, parce que les Toulousains aiment beaucoup voir leur équipe battre le Stade français, évidemment, mais au nom de l'histoire encore, voilà, parce que la rivalité sportive pour Toulouse, elle est aujourd'hui dirigée vers Bordeaux, vers La Rochelle, elle n'est plus du tout vers le Stade français, malheureusement pour Paris. Ouais. Jérémy, Ouais, tu as effectivement, compris? le stadium sera en tout cas au moins pas loin d'être plein. En milieu de semaine, il restait encore quelques milliers de places à vendre, mais pas tant que ça. Du côté toulousain, si le choix a été fait de délocaliser au stadium, voilà, ça se fait 2-3 fois par saison. Ça ne s'est pas fait depuis 2 ans parce que, bon, on a tous connu les vagues de Covid. C'est aussi par rapport à la période, voilà, période de Noël. Donc, ils aiment bien aller faire un match au stadium
dans cette période de fête, parce que bon, ça reste la capitale, Paris, face à, en gros, la capitale du rugby qui est Toulouse, parce qu'il y a ce que disait Nico, il y a une grande histoire, un grand héritage, et ça, les supporters toulousains, voilà, je pense qu'ils y sont encore sensibles. Après, la réalité des faits sur le plan sportif, pardon, c'est que ces deux équipes, non seulement ne jouent pas dans la même cour, mais n'ont plus du tout les mêmes quotidiens, ni même les mêmes objectifs. Je veux dire, Toulouse, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'être dans les deux, c'est d'être au rendez-vous des phases finales, mais même c'est d'être champion, tout simplement. Et c'est aussi de jouer la Coupe d'Europe à côté. Ils sortent d'un doublé. Aujourd'hui, le Stade français, voilà, ils sont qualifiés in extremis l'année dernière. C'est si on peut être dans les 6, tant mieux. Mais on va déjà assurer notre place en top 14. Voilà, ils sont dans une espèce de reconstruction que le Stade Toulousain a opéré maintenant il y a plusieurs années. Et non, effectivement, ils ne jouent plus, j'allais dire, dans les mêmes championnats, entre guillemets. Enfin, la réalité des chiffres pour Paris, elle est terrible. Enfin, je ne connais pas les chiffres exactement, mais je crois que les 3 ou 4 derniers déplacements du Stade français, je me souviens les avoir vus prendre 53 points, je crois, en 2017, 50 en 2018. Là, au mois de janvier, je crois que c'était cette année, ils n'étaient pas loin d'en prendre 50. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas photo à chaque fois sur ces matchs-là. Alors, on me dira peut-être que Toulouse aussi a pris des grosses défaites à Jean-Bouin, mais c'est souvent en faisant tourner, alors que Paris faisait quand même des petits événements de ce match-là. La dynamique n'était pas du tout la même, me semble-t-il. Bah, d'ailleurs, ça serait intéressant, là, quand les compos vont tomber, là, sans tarder, de voir quelle importance donne le Stade français à ce rendez-vous. Parce que autant le Stade Toulousain veut prendre les points et le plus possible, et c'est logique pour rester dans ces deux premiers le plus longtemps possible, autant est-ce l'intérêt aujourd'hui du Stade français de viser clairement ce déplacement à Toulouse en pleine période de fête, en partant dimanche matin en avion vers Toulouse. Franchement, la question peut se poser. Je n'ai pas le sentiment que ce soit la priorité absolue de Gonzalo Quesada et son staff. On va voir. C'est ça, oui. Donc, le Stade français qui n'a que 5 points d'avance sur la dernière place du championnat, qui peut être concerné par cette lutte pour le maintien avec quelques mauvais résultats, avec 23 points donc, alors que les Toulousains, eux, en ont 40. Et en cas de victoire ce week-end, comme vous le disiez, ils seraient plus dans la même cour, puisqu'ils auraient tout simplement le double de points que ceux des Parisiens, quasiment. C'est dire s'il y a un écart entre les deux équipes aujourd'hui. Il y a Nico qui va rajouter. Ouais, non, pour ce qui est de la lutte au maintien, je suis plus mesuré concernant Paris, parce qu'ils vont recevoir toutes les prétendues équipes candidates au maintien, que ce soit Perpignan, Brive, Biarritz, etc. Ils vont tous les recevoir. Je crois même qu'ils reçoivent Perpignan la semaine prochaine. Donc, histoire d'assurer, je ne suis pas Gonzalo Quesada, mais s'il y a un match à cocher, je pense que c'est plus celui de la semaine prochaine que celui au Stadium, malheureusement. Ouais. Moi, je connais tes qualités techniques d'entraîneur, Nico. Non, bah après, ils n'ont pas joué le week-end dernier. Bon, il faut remettre tout le monde dans le bain. Il y aura une équipe mixte plus, voilà, je pense au Stade Toulousain. Mais ce ne sera pas. Voilà. Je ne peux pas croire qu'ils viennent chercher ostensiblement une victoire. En tout cas, ils ne le prétendront pas, ça c'est sûr. Allez, très bien. On enchaîne, messieurs, avec les deux autres thématiques qu'on vient de lancer également. C'est celui qu'on attend, celui qu'on n'attend pas. Le match, est-ce qu'on l'attend? Alors, ce derby du centre entre Clermont qui se déplace en Corrèze, je le sais, à Brive, un match qui a beaucoup de valeur pour ces deux formations. Deux équipes qui ne sont plus, notamment pour les SM, plus des grandes têtes d'affiche du championnat. Est-ce qu'on attend une belle rencontre, Jérémy, quand même, à Amélie Domenech? Ouais, oui, moi je l'attends un peu quand même. Toi, oui. C'est pour ça que je te lance. On le rappelle, il y a tout hasard, mais les SM avaient pris 5 points à Brive l'an passé. Ah non, mais voilà, je suis briviste de naissance de cœur. J'ai pris l'habitude quand même que la SM vienne prendre pas mal de points à Brive ces dernières années. Hein. Le public briviste a pris l'habitude de souffrir contre son meilleur ennemi. Non, mais allez, trêve de plaisanterie. Alors là, je ne sais plus de qui on parlait tout à l'heure de Perpignan en disant que l'intermède de Challenge avait permis de préparer la journée de top 14. Mais alors, je peux vous assurer, pour les échos qu'on a eu à droite et à gauche, c'est qu'à Brive, c'est vrai fois 10. Quoi, hein. C'est ce match contre Clermont qui a été ciblé depuis des semaines et des semaines. Et c'est bien normal parce que Brive, après une excellente entame de saison, a vraiment marqué le pas ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Heureusement qu'il y a eu cette victoire contre le Racing qui est revenu donner un petit peu de souffle. Je crois que Brive a beaucoup souffert de perdre un petit peu ces tracteurs là, qui les faisaient avancer. Faoso, Kamika, Jorgadze, tous les numéros 8 en même temps. Alors, Faoso est annoncé sur leur retour
rapidement et je pense que ça va faire beaucoup de bien. Mais oui, ce derby, il a une importance capitale parce que là, la zone rouge est en train de se rapprocher très dangereusement pour les brivistes. Alors qu'on n'en parlait Et plus en début de saison. ah oui, et bon, voilà, la bataille avec Perpignan et Biarritz, ça va avoir lieu hein, si ça continue comme ça. Mais d'un autre côté, Zanar pourra peut-être en parler un petit peu plus parce qu'il suit un peu au quotidien les Clermontois. Mais les Clermontois, s'ils veulent être dans les 6, à un moment, il va falloir prendre des points à l'extérieur et il va falloir peut-être en prendre à Brive. Bah, comme tu dis, enfin, ce match, on l'attend, bien sûr, parce qu'il y a un enjeu terrible. Voilà, celui qui perd va perdre très gros. S'il s'agit de Clermont, et ben pour la lutte à la qualification, ça va se compliquer. S'il s'agit des Brivistes pour la lutte pour le maintien, ça va se compliquer. Il y a un enjeu qui va être colossal et qui existait peut-être un peu moins ces dernières années, où Clermont était un peu plus facilement qualifié, où Brive était assuré du maintien un peu plus facilement. Là, il y a un énorme enjeu des deux côtés. Pour prolonger un peu en ce qui concerne Brive, au-delà de ce que Jérém expliquait sur les numéros 8, je crois qu'ils ont aussi souffert un petit peu. Ça arrive souvent à cette période de l'année. Vous savez, les équipes qui jouent le maintien plus, qui ont des bons joueurs, qui sont sollicités, renégocient leur contrat, vont regarder ailleurs, etc. C'est toujours une période assez difficile à négocier. Et je crois que les résultats brivistes en ont pâti vraiment pendant cette période-là. Je pense aussi que ça va se régler parce que l'avenir des uns et des autres est en passe de se régler ou est d'ores et déjà réglé. Mais voilà, c'est toujours une période qui est un petit peu compliquée pour ces équipes-là, quand il y a des gros clubs qui sollicitent certains joueurs. Les mecs n'ont pas forcément la tête qu'au terrain et on peut les comprendre aussi parce que c'est leur avenir qui en dépend, tout simplement. Mais pour aller complètement dans ton sens, là, et on va parler des infos qu'on a, c'est le constat qui a également été fait par les dirigeants brivistes il y a quelques semaines et qui, voilà, pour ne pas trahir de secret, pour certains, ont poussé un coup de gueule dans le vestiaire en disant, voilà, c'est bien de gérer vos contrats, mais aujourd'hui, vous êtes sous contrat avec Brive et ce serait bien quand même de se reconcentrer sur l'équipe pour laquelle vous jouez. Et d'honorer ses contrats. Donc, on passe à l'autre thématique, messieurs, à saga inversée, celui qu'on n'attend pas. Je vais tout simplement vous demander quelle surprise vous voyez ce week-end. Nicolas, tu as commencé à nous dire qu'il y aurait peu de victoires à l'extérieur, notamment à cause de ce jour de Noël. Quelle équipe tu verrais bien s'imposer ou surprendre ce week-end? Ça peut être Brive, ça peut être... Comme je te dis, historiquement, il y en a peu. Est-ce que tu verrais des Lyonnais aller gagner à La Rochelle? Bordeaux à Toulon, je pense qu'ils ne seront pas loin malgré tout. C'est horrible pour les Toulonnais, mais je pense que c'est l'équipe qui, d'une, a le plus d'intérêt à aller matcher à l'extérieur ce week-end, et deux, qui en a le plus les moyens. Voilà, tout simplement. Jérémy, celui qu'on n'attend pas pour toi? Moi, je reste sur le Castres Olympique à Perpignan. Allez, très bien, c'est noté. Personne ne voit la section Racing, on n'a pas parlé de ce match encore. Mais non, mais parce que... Parce non, alors à titre perso, je ne la vois pas parce que la section paloise fait vraiment son bonhomme de chemin, je trouve. Et bon, s'ils peuvent aller faire un coup Racing, évidemment qu'ils vont le faire, ils ne vont pas s'en priver. Mais j'ai l'impression que le Racing a remis 2-3 choses dans l'ordre en Coupe d'Europe et il va falloir vraiment le confirmer en championnat. Là, ça devient capital pour les Franciliens. Et là encore, la section, pour vivre une saison, j'allais dire, plutôt paisible et se donner peut-être le droit de rêver, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est vraiment les matchs à domicile qu'il ne faut pas perdre, quoi. C'est l'impression que j'ai en tout cas. C'est le débat qu'on a depuis tout à l'heure, mais sur cette période de fin d'année, il y a 2 matchs à jouer, souvent un à domicile, souvent un à l'extérieur. La semaine prochaine, Pau reçoit Brive. Je crois que le choix est tout fait pour Seb Piccheroni et son staff. Allez, très bien, messieurs. Et on conclut l'émission comme toujours avec le prono sur la fiche du week-end. C'est voilà, celle qui a les deux équipes les mieux classées au classement, tout simplement. C'est le Stade Rochelais qui reçoit les Lyonnais. On revient dans ta région Auvergne-Rhône-Alpes, Nicolas, avec les loups que tu suis, qui se déplacent donc à La Rochelle. Qu'est-ce que tu vois pour cette rencontre? Est-ce que tu vois les Lyonnais armés et, comme tu disais, avec l'ambition de faire un coup chez La Rochelle qui revient plutôt bien? Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait que Pierre Mignoni attend de son équipe de la constance, de la régularité dans les résultats. Il le martèle à longueur de temps. Et on a vu qu'en Coupe d'Europe, ils avaient continué à faire l'effort en battant Gloucester à la maison, en allant gagner à Newport dans un contexte complètement bizarre où ils sont partis à quelques heures du coup d'envoi, ils sont rentrés juste dans la foulée le vendredi soir, etc. Mais il commence à travailler justement sur cette constance, à la faire valoir, etc.
Donc, je ne les vois pas du tout bazarder ce match à La Rochelle. Au contraire, ils vont aller s'étalonner, ils vont aller faire un gros match. Mais La Rochelle à la maison, ça reste quand même un très gros morceau. Si je devais placer mon livret A sur une des deux équipes, je le mettrais plus sur La Rochelle, malheureusement pour les Lyonnais. Mais ils vont faire un très gros match, j'en suis convaincu. Ils cherchent à s'étalonner, ils cherchent à avoir comme je vous l'ai dit, de la régularité. Et je pense qu'ils seront dans les clous du bonus défensif. J'en suis même intimement persuadé parce qu'ils sont plutôt sur une bonne dynamique. Ils ont une équipe, contrairement à l'an dernier, qui est puissante, qui est costaude, qui est bonne sur les bases dans le rugby d'hiver. Et ils ont tout pour rivaliser à La Rochelle. Après, l'urgence du résultat, le contexte fait que je vois plus La Rochelle l'emporter, malgré tout. Voilà. Ouais. Jérémy, tu es d'accord, les Rochelais reviennent bien quand même après un début de saison compliqué. Ouais, je ne sais pas combien il y a sur le livret A de Nico, mais pas grand-chose, malheureux, tu sais, les temps sont durs. Mais ouais, je serais à peu près d'accord avec lui. J'ai du mal à imaginer La Rochelle s'écrouler parce que vraiment, ouais, La Rochelle quand même a fait preuve de consistance depuis un petit moment. J'ai l'impression que petit à petit, on a retrouvé l'équipe maritime de la saison dernière, avec pourtant quand même quelques anicroches qui ont le don d'énerver Ronan O'Gara assez fort. Mais notamment, d'ailleurs, voilà, ce qui s'est passé au Stade Français, c'est quand même assez étonnant pour cette équipe de La Rochelle. Je ne l'imaginais pas s'écrouler comme ça ne se serait pas passé la saison dernière. Pour autant, il y a quand même une petite question. Alors, on est toujours en droit de se poser sur le moral des troupes, etc. L'annonce de fin de carrière de Kevin Gourdon, mine de rien, c'était quand même un mec historique là-bas qui collait à la peau de ce club. Voilà, il était là depuis le début, depuis la montée de Pro D2, un garçon qui symbolisait tellement la réussite de La Rochelle. J'ai tendance à croire qu'il était très important dans le groupe. J'ai tendance à croire que ça va quand même impacter et affecter une partie du groupe. Si La Rochelle s'est pressée d'aller recruter Tanga, c'est pas un hasard. Est-ce que cette nouvelle peut avoir des conséquences sur ce qui va se passer sur le terrain? Moi, je pense qu'on est au moins en droit de se poser la question, surtout dans une période là un petit peu particulière. Encore une fois, il y a les fêtes en famille, il y a ça où vous reprenez, vous n'avez plus votre pote qui est à côté. Donc voilà, à voir si ça va vraiment impacter le groupe ou pas. Sinon, moi, je donne quand même un avantage certain à La Rochelle. Il y a cette terrible nouvelle, comme tu le dis, hein, c'est forcément terrible de voir sa carrière arrêtée comme ça. Il y a également aussi les rumeurs de départ de l'entraîneur. Ronan O'Gara, peut-être pour un retour en Irlande, ça fait peut-être beaucoup, comme tu dis, Nicolas, certainement pas assez pour voir un coup ce week-end. Des rumeurs à laquelle il a coupé court vite, Ronan O'Gara quand même. Ouais, non, les rumeurs ont été vite balayées. Et pour prolonger ce que dit Jérémy, je suis persuadé que l'affaire de Kevin Gourdon aura un impact. Après, ses partenaires le savent quand même depuis quelques jours, voire quelques semaines. C'est dans les tuyaux, c'est une nouvelle qu'ils auront à digérer. Moi, je crois au contraire que, du moins sur l'instant T, sur le match de ce week-end, le facteur émotionnel, les adieux de Kevin Gourdon au Stade Rochelais, à Marcel de Flandre, il y aura probablement, certainement, c'est un club familial, La Rochelle, une petite cérémonie, quelque chose pour lui au milieu du terrain. Il va y avoir des choses, évidemment, qui vont se passer dans l'intimité du vestiaire. On est des rugbymen, ça reste quand même une manière de transcender un groupe, je pense, qui est plus de nature à transcender un groupe qu'à l'inhiber, je pense, à l'instant T sur un match, surtout dans cette période-là. Voilà. Par contre, il faudra, à plus long terme, il faudra se poser. Il va manquer quand même pour la fin de saison. À plus long terme, c'est autre chose. Mais franchement, sur le profil de joueur, c'est un profil assez unique quand même, hein, Kevin Gourdon. Bien sûr. Exactement. Et pour en rester sur cette rencontre-là, vous voyez donc une courte victoire rochelaise face à des Lyonnais qui vont quand même faire le déplacement pour ce match, donc lundi à 19h pendant le multiplex. Merci beaucoup, messieurs. Avec plaisir, Baptiste. Et encore joyeuse fête, c'est pas fini, on en profite encore et on va passer de bons moments en famille. On va essayer. Bonne journée. Au revoir. Ciao.